Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous dans le rendez-vous de l'analyse et du commentaire sur des questions d'actualité et d'enjeux nationaux. Aujourd'hui, nous allons parler de enjeux autour du tourisme en République démocratique du Congo. Nous avons invité pour vous, pour cela, M. John Katumba, qui est un expert en tourisme. Bonne année. Merci, pareillement, bonne année. Alors, aujourd'hui, vous êtes souvent, vous le dites souvent bien, le tourisme est au cœur des économies des grands pays de la République démocratique du Congo. Enfin, du monde, ce que je voulais dire, évidemment. Parce que je veux aussi que la République démocratique du Congo ait le tourisme comme étant l'un de ses principaux moteurs. Aujourd'hui, début 2024, début d'un nouveau mandat du chef de l'État, comment faire pour que la RDC puisse capitaliser ses atouts touristiques? Voilà, c'est pratique. C'est pratique, pourquoi? Parce que nous devons d'abord, nous, Congolais, définir ce que nous avons comme richesse. Ces richesses-là peuvent se comprendre sur les plans sectoriels. Nous avons la richesse des sous-sols, c'est connu, ce sont nos mines, tout le monde en parle, le monde entier sait. Nous avons la richesse des sols, qui est l'agriculture. Partout où on plante tout, chez nous ça pousse. Le gouvernement, c'est sûr qu'ils vont faire des grands efforts pour aller dans l'agro-agriculture et autres. Mais nous avons négligé depuis plusieurs années, et c'est depuis le départ de Mobutu, notre richesse des surfaces. Donc il y a la richesse des surfaces, qui est le tourisme, il y a la richesse des sols, qui est l'agriculture, et les richesses des sous-sols, qui sont nos mines. Donc, si nous définissons au niveau de nos décideurs que le tourisme est notre richesse des surfaces valables, et nous allons les promouvoir tout de suite. Dans l'histoire de ces pays, Mobutu l'avait fait. Vers les années 70, lorsqu'il a maté les Moulélé, il y a eu les Zaïres de la paix. Mobutu a dit, il a fait un discours, je me tourne vers un secteur qui a porté ailleurs. Je cite le tourisme. Il a automatiquement commencé à définir les produits. Notre produit touristique, c'est un tourisme vert. C'est comme ça qu'il a recréé des parcs. C'est-à-dire, le tourisme vert, ça signifie que c'est un tourisme lié à la nature, lié à la faune, lié à notre fleuve, lié à nos lacs. C'est le tourisme les plus riches et les plus chers à payer. Parce que lorsque vous allez à Dubaï, vous allez visiter les déserts. Les gens n'aiment pas trop ça, mais les gens aiment la vie de la nature, ils veulent voir les animaux, ils veulent voir les parcs, le tourisme est vert. Donc c'est le tourisme le plus cher au monde. Il a défini ce tourisme-là en créant des réserves naturelles, en créant des parcs. Nous avons aujourd'hui 9 parcs. C'est Mobutu qui a amplifié la création, mais qu'il avait déjà avant. Il a aussi créé automatiquement, il a pris l'argent du pays, il a créé ce qu'on appelle le secrétariat général au tourisme à la présidence. Et ça a produit ce qu'on voit aujourd'hui, la société des grands hôtels. Il a créé la société des grands hôtels qui a construit les grands hôtels qu'on a aujourd'hui, qui est devenu l'actuel Pullman. Il a automatiquement, on construisait aussi Zaïre Hôtel à l'est, Taravi Hôtel à Lubumbashi, l'hôtel des mangroves à Mwanda, parce qu'à Mwanda nous avons 47 km de plage, et nous avons aussi le parc des mangroves. Donc c'était une grande attraction touristique, aussi une attraction verte, disais-je. Et en créant tout ça, Mobutu a créé aussi l'administration du tourisme. Il a créé l'office zaïrois du tourisme, qui est l'actuel ONT. Il a mis des antennes, même en France. Il a engagé des femmes zaïroises qui sont allées travailler là-bas. Mobutu a créé aussi la redevance, qu'on appelle les fonds pour la promotion du tourisme. Une taxe. Une redevance, une taxe, c'est-à-dire l'argent pour nourrir les secteurs. Alors, après le départ de Mobutu, tous les chefs d'État qui se sont succédés, ils ont fait que l'utilisation des taxes. Quel est le FPT qui a été utilisé le FPT qui signifie le fonds pour la promotion du tourisme. C'est relevé dans chaque billet d'avion. C'est $50 aujourd'hui dans chaque billet d'avion. Donc sur chaque billet d'avion qu'on achète, il y a $50 qui part à la redevance pour promouvoir notre tourisme. Il y a $1 dans chaque voyage ferroviaire.
$1 dans chaque voyage routier, $1 dans chaque voyage fluvial, $1 dans chaque voyage lacustre. Donc, tous les déplacements des citoyens congolais à l'intérieur de leur pays, ils payent les fonds qu'on appelle... Ils subventionnent le tourisme. C'est-à-dire qu'ils payent l'argent pour que l'État congolais puisse avoir les moyens d'aller en France, faire la promotion du tourisme pour qu'on ait des arrivées. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette technique-là. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que vivent tous les pays dont vous avez fait allusion ici. Beaucoup de pays du monde, l'Afrique d'ici, je prends l'exemple, ils prennent cet argent-là. Nous avons cet argent, mais on ne fait rien avec cet argent-là. Ça part dans notre dépense. On a fait autre chose. On a fait autre chose probablement. Donc, en fait, c'est comme si on détournait une redevance. C'est la même chose quand vous demandez à vos compatriotes de payer une taxe pour balayer la route. La route n'est jamais balayée. La même chose si on demande aux Congolais de payer la redevance pour la promotion du tourisme, mais la redevance est détournée pour d'autres dépenses. Et c'est devenu au jour d'aujourd'hui, on va en parler, je n'aime pas trop faire allusion à ça, la fête de beaucoup de ministres du tourisme qui font aussi leur tourisme au ministère du tourisme. Donc, c'est-à-dire nous avons carrément ignoré ces secteurs que nous pouvons, parce que c'est facile de... Alors, vous dites, Mobutu, au moins, on lui reconnaît, il a installé les systèmes pour la promotion du tourisme congolais. D'accord. Mais à ce jour, ces systèmes n'est pas entretenu, mais par contre, les dividendes qu'il générait est affecté à autre chose. Exactement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces dividendes puissent revenir dans les systèmes et qu'ils alimentent les systèmes? Et si ces dividendes reviennent, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour promouvoir effectivement le tourisme congolais? Parce que est-ce que c'est simplement une question d'argent quand on sait que aujourd'hui tourisme rime avec sécurité et que de ce point de vue les pays est quand même assez mal perçu? Oui, je vais d'abord décaler la partie de ce qu'il faut faire et j'arriverai à la partie dont vous avez fait allusion, la sécurité. En fait, pour ce qu'il faut faire, moi je pense que pour les secteurs, il faut d'abord que le président de la République, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons du chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a ce que j'appelle une main bénie. Donc tout ce qui lui touche avance. C'est ce qui fait que la RDC aussi. La RDC aussi. Tout ce qui lui touche avance. Voilà. Donc, en tout cas, il a cette main bénie comme les Jacob de la Bible. Mais si on ne l'a pas bien expliqué les secteurs, si il n'y a pas eu de connaisseurs du secteur autour de lui qui vont lui expliquer les bien fondés de relancer ces secteurs du tourisme avec la vision actuelle, la vision actualisée, ça ne va pas marcher. Parce que l'erreur la plus grave est parce que ça n'a pas marché. Je ne sais pas si les 4 dernières années, le tourisme congolais a connu des performances. C'était quand même sous Félix Tshisekedi. Oui, mais malheureusement, il a collaboré avec des ministres qui n'étaient pas des connaisseurs du secteur. Donc les ministres qui se sont succédés venaient d'autres secteurs, venaient apprendre sur place et ça n'a pas marché. Ça, c'est une réalité. Parce que pour faire marcher, il faut comprendre une chose. Il faut qu'on parvienne dans ces pays aussi à mettre les choses à leur place, c'est-à-dire traverser la méritocratie. Donner des ministères aussi aux technocrates. Donner des ministères aux sachants, aux connaisseurs des secteurs. Mais c'est presque impossible ici dans la mesure où les ministères sont considérés comme la prime donnée à ceux aux politiciens. Oui, qui parviennent à aider le chef de l'État à avoir le pouvoir. Non, c'est une antivaleur. C'est une antivaleur. Vous allez expliquer ça à la classe politique. Oui, la classe politique sont presque coulées en face de loi depuis autant de temps. La classe politique n'est nullement la classe la plus intelligente du pays. Il y a des gens qui méritent, qui ont fait des études ici, qui ont voyagé, qui connaissent des choses qui peuvent améliorer ces pays. Il ne faut pas qu'on pense qu'un politicien, les groupes de politiciens peuvent prendre ces pays en otage. Il y a des ministères qu'on ne donne jamais aux politiciens, ça se passe partout ailleurs. Un ministère comme le ministère de l'Environnement, un ministère comme le Pétentique, un ministère comme le ministère du Tourisme. Vous allez prendre des gens qui ne connaissent pas les mettre parce qu'ils ont milité politiquement. Non. Ils peuvent travailler, ils peuvent accompagner, mais ils ne peuvent pas
prendre des postes de décision. Il y a des ministères qui doivent être que pour les technocrates. Ça, c'est pour les pays. Souvent, on se dit que le politique va gérer et puis il va s'accompagner et s'entourer des c'est rare. Vous savez, toujours chez nous, le clientélisme est très puissant. Tous les gens qui sont venus, tous les cabinets, on a toujours mis sa fille, ses amis, ses copines dans les cabinets et on voulait toujours des cabinets politiques, pas besoin des intelligences, pas besoin des experts. Ça, c'est un malheur. Mais à cela ne tienne, je voulais qu'on revienne vite à allons-y. Donc, à ce qu'il faut pour moi, il faudra que les chefs de l'État parviennent à identifier les intelligences qui vont gérer ces secteurs-là. Il y a les ministères du tourisme, il y a l'Office national du tourisme et il y a l'argent du tourisme aussi. L'argent existe. C'est-à-dire les fonds pour la promotion du tourisme existent. Au jour d'aujourd'hui, si ces fonds-là ne partent pas faire, j'arrive à ce qu'il faut faire, ne font pas la promotion dans les foires internationaux, dans les salons et fonds internationaux du tourisme, l'argent là est détourné. C'est presque l'histoire des rames. Si vous pouvez voir la gravité, c'est comme l'histoire des rames où on récupère l'argent des compatriotes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les FPT? Avec ce nouveau mandat, chef de l'État, Félix, il peut accepter de mettre des gens qui savent, qui ont des contacts avec le tour opérateur. Vous avez une idée de plus ou moins l'enveloppe annuelle que génèrent ces fonds? Enfin, ces fonds-là ont commencé juste avant que Fachi prenne le pouvoir, en 2019. Donc, ils ont commencé à les régulariser. Mais automatiquement, il y a eu des détournement de 5 millions. Vous connaissez l'histoire de l'ancien DG de l'Office national du tourisme qui est jusqu'aujourd'hui au parquet. 5 millions de dollars ont été détournés à l'espace d'une semaine. Mais si on chiffre, c'est des millions de dollars. Des millions de dollars qui sont aujourd'hui gérés par l'Office national du tourisme. Cet argent existe. Cet argent est à la banque Procrédit. Procrédit qui m'écoute connaît les comptes. Et c'est automatique que les compagnies aériennes payent paye cet argent-là dans les comptes des Procrédit. Donc l'argent existe. Mais c'est des millions de dollars. Parce que c'est des millions de Congolais qui voyagent. C'est des millions de Congolais qui voyagent, qui bougent à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord, alors que faire maintenant? Alors que faire? C'est maintenant, après avoir choisi ces groupes des intelligences, ces groupes des connaisseurs, qui seront tous des chefs de l'État. Et ça doit être aussi structurel. Si nous avons un ministère qui est puissant comme le ministère du Tourisme, qui est patron des hôteliers, patron des restaurateurs, qui doit faire la promotion du tourisme, changer l'image du pays, on doit aussi avoir un conseiller spécial du chef de l'État en cette matière. C'est très important parce que chez nous, on confond l'environnement et le tourisme. On tente de les mélanger au niveau de la présidence. Ce qui fait que les intelligents environnementaux ne savent pas vraiment quoi faire du tourisme. Et c'est quoi la nuance alors? L'environnement, c'est l'environnement, le tourisme, c'est le tourisme. Je vais arriver. Voilà, il faut séparer ces choses-là. Oui, donc, un conseiller en matière de l'environnement auprès du chef de l'État ne connaît pas les matières liées au tourisme et au voyage, à la promotion du tourisme et du pays. Ça, c'est vraiment des choses à décaler complètement. Alors, si à la présidence, nous avons un principal, ou bien un conseiller, qui suit les travaux que font les ministères du tourisme, qui suit les travaux que font l'Office national du tourisme, on peut avoir des résultats. Mais pourquoi auprès du chef de l'État alors que, bon, dans les formats usuels de nos ministères, il y a des ministères, des ministres, il y a des ministres d'État, il y a des vice-premiers ministres et souvent il y a des collèges. Oui. Et donc, du coup, il y aura un collège, il y aura donc un super ministre qui va gérer cette branche. Pourquoi un autre répondant au niveau du chef de l'État? En fait, parce que la matière, elle est grande. Nous partons maintenant vers un Congo à promouvoir, un Congo des pays, un Congo du tourisme. La matière est énorme, il faut que le chef de l'État jette son œil. Et il y a beaucoup d'argent dedans. Il faut que le chef de l'État ait son œil et sa main. Ça, c'est très important. Parce que je connais comment ces pays fonctionnent. Je connais comment ces pays fonctionnent. Ouais. Voilà, ça c'est mon idée, c'est mon conseil. D'avoir un conseiller ou un groupe, un collège de conseillers qui est pour le tourisme ou au niveau du chef de l'État, au niveau de la présidence, pour que le chef de l'État ait sa main droite sur les secteurs. Si ça n'a pas fonctionné, si ça a fonctionné avant, c'est parce que les Mobutu avaient sa main droite sur les secteurs. Et si ça fonctionne en Afrique du Sud, c'est parce que Ramaphosa, c'est lui qui a fait la promotion du tourisme après les virus. Oui, mais si ça fonctionne, j'arrive même au Kenya, oui, même en Égypte.
C'est Al-Sisi lui-même qui est au cœur de la promotion du tourisme en Égypte. Parlant argent du tourisme, mais il n'y a pas que l'argent généré par les FPT, cette taxe, mais il y aura certainement l'argent les plus importants qui va être la conséquence d'une vraie activité touristique, et c'est celui-là qui entre souvent dans les budgets des États comme ceux que vous venez de citer. Oui, en fait, le tourisme, quand le tourisme est organisé, je suis encore dans les étapes. J'ai parlé des personnes qu'il faut, j'ai parlé de l'usage de l'argent, ça doit faire la promotion du tourisme comme Mobutu le faisait, comme d'autres pays les font au jour d'aujourd'hui. Ils sont en contact avec des voyagistes, ils sont en contact avec les tours opérateurs. Les tours opérateurs envoient maintenant les touristes. Parce que pour parler du tourisme, il faut parler des arrivées des touristes dans les aéroports. Nous, on ne parle pas des arrivées des touristes chez nous. Si vous lisez les journaux économiques, on vous dit par exemple que le Kenya a accueilli 8 millions de touristes cette année. Les arrivées. L'Afrique du Sud, cette année, c'est dans les 7 millions des arrivées. Alors, les 7 millions des arrivées, comment est-ce qu'ils développent les pays? Ils logent dans vos hôtels. Ils payent. L'argent reste là-bas. Comme on a eu 17 000 arrivées pour les Jeux de la francophonie. Donc, l'argent reste dans les hôtels. On a eu 7 000 pour les Jeux de la francophonie. Estimé à 17 000. 17 000. 17 000 arrivées. Donc, 17 000 chambres sont occupées pendant presque, je prends les cas, 17 millions de chambres sont occupées pendant une année. Et ces chambres-là, il y a la conséquence, ils doivent manger. Donc, les restaurateurs vendent. Et si les restaurateurs vendent, il y a une chaîne dans la restauration. Dans la chaîne, c'est quoi? C'est que les besoins alimentaires, c'est-à-dire la maman qui va fournir maintenant les légumes, la maman qui doit fournir maintenant les oignons à les marchés, et ainsi de suite. Il y a les carburants, parce qu'ils doivent se promener dans les sites touristiques. Et c'est bon, de longues distances. Il y a des véhicules à louer. Il y a les taxes qu'ils payent même, les taxes aéroportuaires, les visas qu'ils achètent. Et quand vous avez 1 million de touristes, vous pouvez estimer que le plus pauvre va payer 3 000 $ pour un séjour d'une semaine. Et quand vous prenez 1 million multiplié par 3 000 $, vous comprenez les chiffres. Donc quand vous avez 10 millions de touristes, il y a des milliards de dollars qui sont entrés dans votre pays comme des cash. C'est comme ça qu'on dit que le pays est développé par le tourisme. Donc les touristes qui viennent amènent les cash et les cash circulent dans les pays. Et le ministère du Tourisme a ce rôle-là de réguler ces systèmes. C'est-à-dire des arrivées jusqu'à la sortie des touristes, c'est rassurer qu'il n'y a pas eu de tracasseries, c'est rassurer que les hôtels sont dans les normes internationaux, c'est rassurer que les restaurateurs sont dans les normes internationaux, hygiène, tout ce qui suit, c'est rassurer aussi que les sites touristiques, les musées, ainsi de suite. Ici, nous avons énormément de choses à montrer. Est-ce que vous estimez donc le nombre d'arrivées devrait être aussi l'un des critères par lesquels on devrait désormais juger les performances du pays et des autorités chargées du tourisme quant à la viabilité de notre tourisme? Bon, je ne vais pas être caduque avec les ministères du tourisme qui sont passés, mais je pense que si ça continue comme ça, on devra arriver à fermer les ministères du tourisme. Parce qu'ils ne comprennent pas que les tourismes sont les arrivées. S'il n'y a pas des arrivées des touristes, à quoi sert un ministère du tourisme? Il devient budgétivore, ce qui fait que beaucoup de touristes, beaucoup de ministres du tourisme qui sortent des formations politiques ne font rien dans les secteurs. On n'a pas vu tous les mandats de Félix Tshisekedi qui est terminé, un seul touriste dans les pays. On n'a pas vu un seul touriste dans les pays qui est venu dire je suis venu visiter le Congo. Qui a été identifié. J'évoquais la question tout à l'heure, la question de la sécurité. Le tourisme est un domaine transversal. Oui. Où ne rentrent pas seulement que les aspects purement touristiques, mais il y a les aspects sécuritaires, il y a aussi les infrastructures. Parce que déjà, bon, parlant des hôtels, bon, c'est vrai que c'est un domaine qui est aussi ouvert aux particuliers, mais quand vous prenez par exemple les déplacements, les transports, les routes, les chemins de fer, c'est un vrai casse-tête dans ce pays, et donc du coup le ministre du tourisme est à la limite impuissant. Je suis d'accord avec vous, mais je vais aussi vous dire, les pays qui reçoivent les touristes en Afrique du Sud et à l'Afrique, les Sénégal, le Cameroun,
les Bénin ne sont pas plus développés que la RDC. Ils n'ont pas les mêmes problèmes de sécurité. En tout cas, j'arrive maintenant pour les problèmes de sécurité. Les problèmes de sécurité, il faut d'abord savoir comment présenter les pays, comment faire la promotion de l'image du pays. Écoutez, nous avons un pays continent. C'est une réalité. Et que nous avons nos problèmes de sécurité. Ces problèmes de sécurité sont identifiés dans un milieu connu. Identifiés et localisés. Mais nous pouvons faire la promotion d'autres endroits qui n'ont jamais connu de guerre. Écoutez, nous avons le fleuve Congo, qui est navigable de Kisangani à Kinshasa à 1750 km. C'est si on investit des bateaux de touristes là-bas, qui vont prendre les touristes. Je prends un circuit touristique simple. On prend les touristes ici dans un avion, Congo Airways, n'importe quoi, ils sont à Kisangani. Ils prennent des bateaux de Kisangani, ils viennent à Kinshasa. Je vous dis, notre fleuve est très beau. Notre fleuve est très... je ne sais pas comment faire la promotion ici, l'émission, j'ai peu de temps. Mais si le fleuve Congo, on n'a jamais entendu qu'il y a des groupes de rebelles là-bas. Je ne veux pas vous gâcher votre plaisir en évoquant ici les cas des Mobondo et du coup les problèmes que connaissaient les embarcations pour traverser, passer par Kormut. En tout cas la réalité, nous avons nos problèmes. Parce que jusqu'aujourd'hui, les bateaux passent. Quand vous allez là-bas, on vous dit que la sécurité est là. Il y a toujours des militaires qui créent des couloirs et accompagnent les passagers, les bateaux pour éviter qu'ils soient attaqués. Mais je parle des bateaux, je parle du tourisme comme projet pays. Bien sûr. Ça, je ne parle pas des petits cas. Mais si je prends que le fleuve, je prends l'ouest du pays. Mbandaka est très touristique. Parce que Mbandaka est dans une île. Il y a des rivières là-bas qui entourent Mbandaka, Lubangi. Il y a énormément de choses à montrer. Mbandaka, la forêt équatoriale, les pygmées, qui aujourd'hui leur culture est une culture internationale, est une attraction internationale. Ce n'est pas les pygmées qui sont l'attraction, mais la culture pygmée ramène en Afrique énormément de groupes de touristes. Et on descend, on a les Bandundu qui est tout beau avec des lacs. Nous avons Kinshasa, nous avons les Dékassai, nous avons les Bas-Congo jusqu'à l'océan. Nous avons l'océan qui est entouré de parcs de mangroves. Donc, si seulement on fait la promotion du tourisme entièrement, tout en disant aux touristes, vous comprenez, n'est-ce pas, de ne pas d'abord visiter les zones rouges, le temps de les pacifier, mais nous aurons énormément de gens qui vont venir dans toute la partie pacifiée. Il y a un travail de communication important à faire. Voilà, parce que dans le même temps que nous voudrions, enfin, que les ministères ou les Congo touristiques voudraient passer ces messages, il y a en même temps des messages parasites que nous ne parvenons pas toujours à maîtriser, à contrôler. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle des FPT. Les fonds de promotion du tourisme font la promotion du tourisme, la promotion de l'image du pays. Donc c'est-à-dire, l'argent là, les FPT, on prend les images de la RDC, on va les balancer dans les salons et foires touristiques, les gens voient et comprennent. On amène les vrais communicateurs du tourisme. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux arrivent même auprès des touristes avant même je vous dis, le tourisme c'est une activité très organisée, ne vous dérangez pas. Moi je suis dans le tourisme, ça fait 20 ans, mais pour que quelqu'un m'envoie l'argent, parce que j'ai des touristes qui payent dans mon agence pour venir ici, pour que me transfère 20 000 $, 30 000 $, on doit identifier où j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait. Les touristes ne viennent pas en Afrique comme nous partons à Dubaï. C'est différent, il faut que les gens comprennent ça. Le tourisme est toujours organisé. C'est-à-dire qu'il y a une agence de réception qui est à l'aéroport, qui remet les touristes à l'aéroport. C'est ce qui n'est pas chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous devons recréer, réinventer ce tourisme-là. Même en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas aller vous pavaner comme ça vous-même, vous serez toujours dans des problèmes. Partout en Afrique, le tourisme est organisé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'il faut, tu arrives à Kinshasa, ben tu te retrouves devant Sosacom, tu prends ta photo. Aujourd'hui, je vois les immeubles qui sont construits, ça s'appelle quoi, centre financier, ça ressemble à Dubaï. Ce n'est pas ça. Le tourisme en Afrique, c'est un tourisme qui est payé par des hommes qu'on appelle des hommes dans la classe moyenne, des riches. Parce qu'en Afrique, pour voyager, ce n'est pas n'importe qui. Parce que ça coûte très cher. Ceux qui viennent au Rwanda sont des gens qui sont dans la classe moyenne, des millionnaires. Ceux qui vont en Ouganda, ceux qui vont au Kenya, ceux qui vont au Cameroun, ce sont des gens qui ont de l'argent. Et la clientèle est américaine, elle est allemande, et les Français ne viennent pas trop en Afrique, c'est pas vraiment
dans les chiffres, c'est plus les Allemands, les Américains, les Australiens. Ils préfèrent l'Afrique pour les climats, pour l'air frais, pour les côtés verts de l'Afrique et la tradition, la musique, la vie. Parce que l'Afrique est vibrante. Et Kinshasa est très, très, très vibrante. C'est une ville vibrante. Vous voyez, n'est-ce pas ce que je vais dire? Donc les marchés existent. Mais nous, on n'a pas encore capitalisé les marchés parce qu'on tâtonne. On a des ministres qui tâtonnent, qui ne savent pas réellement poser les choses telles qu'il faut. Alors, donc, j'ai parlé de cet argent, il doit changer cette image-là. Donc, communiquer de cette façon pour expliquer que, bien que nous avons des parties du pays qui sont touchées par l'insécurité, on peut prendre, même si on prenait que les parcs de Virunga, d'autres endroits, on a 9 parcs, mais il n'y a que les parcs de Virunga qui est pour moi inaccessible pour l'instant. Vous voyez, mais à côté des Virunga, il y a les Nyamlag, il y a les parcs, il y a les parcs qui est à Bukavu, il y a Garamba, il y a les parcs de, je prends les Katanga, Lupemba, les Kundelungu. Je descends dans les centres du pays, énormément de réserves naturelles. Je descends ici dans les parcs qui est dans les Bas-Congo. Et là, on ne parle pas des groupes armés. Oui, mais donc, nous pensons que serait l'un des défis majeurs à relever par le chef de l'État pour son deuxième mandat. Je parle de la question de la sécurité. Mais cela dit, vous avez eu à prendre une part active dans l'organisation de 9e Jeux de la francophonie. D'accord. Quelles sont vos impressions sur les impressions des invités de la RDC du point de vue touristique? Bon, moi j'ai dirigé la commission développement durable et tourisme, et donc l'environnement et le tourisme. La première question que les gens s'est posée, c'était quoi visiter à Kinshasa, lié à la problème de sécurité. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun pays dans le monde qui a la paix de Jérusalem. Il faut savoir comment... Même Jérusalem déjà. Même Jérusalem déjà. Donc, chaque pays, même en France, il y a des endroits où tu ne peux pas mettre ton pied, tout de suite, tu y es attaqué. En France, il y a eu le terrorisme récemment. En France. Donc, les pays qui reçoivent beaucoup de tourisme, aussi comme Jérusalem avec les pèlerinages, c'est sous les faits, sous les bombes et sous le terrorisme. Le Mexique reçoit des touristes, mais c'est un monde des gangs, des chanvres et autres. Et des drogues. Des drogues. Donc, il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que chez moi, la paix de Jérusalem venait. Non. Mais lorsque l'activité est organisée, il y a des éléments liés à l'organisation. Parce que nous avons fait nos plans au niveau des comités nationaux de la francophonie. Nous avons envoyé au CIGF qui est à Paris. Le CIGF a transféré ces plans au Conseil d'orientation de la francophonie, qui ont vu que oui, bien qu'à Kinshasa, c'est une ville poubelle, mais la commission qui gère M. Katumba nous a communiqué son plan pour qu'on puisse avoir 0 déchet visible dans les sites des Jeux de la francophonie. Vous avez vu ce que nous avons fait. Et ça participait de la philosophie même de votre plan. Voilà, donc c'est-à-dire on a réussi à faire que les 12 sites des Jeux de la francophonie étaient des endroits où on trouvait même des papiers hygiéniques. Les gens venaient même avec leurs enfants. Parce que les toilettes que nous avions étaient comme les toilettes de nos maisons. Mais après les Jeux de la francophonie, allez jeter un nez, vous allez voir les déboires comment se retourner. On a travaillé avec la ville. Nous avons insisté énormément que la ville tienne compte de la propriété aux alentours des sites des Jeux de la francophonie. Parce que la propriété de la ville est dans les mains exclusives du gouverneur de la ville avec son commissaire provincial. Et on a travaillé avec Madame Laetitia Bena pour la propriété des alentours aussi, autour des sites des Jeux de la francophonie. Et nous avons réussi. Nous avons fait le Jeu de la francophonie dans une ville poubelle, mais nous avons rendu cette ville ici une belle ville. Et moi-même, j'ai amené beaucoup de touristes dans les sites, 1000 sites touristiques à Kinshasa, le fleuve. J'ai accompagné à des images, j'ai accompagné des touristes chez les bonobos. Et ils ont même fait ce qu'on appelle les tours de la nuit. Les touristes étaient à Kinshasa, les touristes, parce que ce sont des touristes sportifs, les athlètes, les accompagnateurs, les arbitres, ils étaient dans des boîtes de nuit, ils ont vécu. Ils ont eu Kinshasa la nuit, on a fonctionné. Pourquoi? Parce que nous avons présenté un plan, nous avons convaincu l'international, les 88 pays
francophones ont pris à notre plan et nous avons réussi à avoir les touristes sportifs. Ça, c'est un grand événement qui aussi est resté dans les annales du pays, le plus grand événement touristique que nous avons eu dans ces pays, à part l'événement d'Ali Foreman, en termes des arrivées. Vous voyez comment nous, les opérateurs aussi, nous calculons les choses. Donc l'événement a amené 17 000 arrivées, et je ne parle pas seulement des arrivées les jours des vols, mais toutes les arrivées pour la préparation, les équipes qui montaient, descendaient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ils ont, selon vous, apprécié, et il y a possibilité qu'ils reviennent. Ils ont consommé la ville de Kinshasa et ils ont trouvé que c'est une ville vibrante. Vous n'avez pas entendu qu'ils ont été tués, ils sont retournés avec des pieds cassés. Non, ils ont été sécurisés. Mais comment faire pour consolider tout ça? Parce que ces Jeux de la francophonie, dans une stratégie globale, auraient pu servir des rampes, des lancements, on peut dire ça comme ça, pour le retour de la RDC touristique. Nous avons un sérieux problème avec des politiciens congolais qui ne savent pas récupérer les balles au rebond. En fait, les malheurs que les politiciens congolais travaillent pour leur poche, ils ont carrément farci l'image de notre travail. Jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas payés, tu ne peux pas croire. J'en parle, parce que c'est sur les plateaux, je savais être journaliste, je suis libre. Oui. Nous ne sommes pas payés, les ministres des Finances refusent de nous payer. C'est l'information que nous avons eue, ils refusent de payer les salaires des agents qui ont travaillé pour le jeu de la francophonie. Et pourtant, ces agents-là ont mouillé leur maillot et les salaires ont un caractère alimentaire. Les jeux de la francophonie ont été budgétivores extrêmement, et le budget est allé du simple à 10 fois plus. Mais est-ce qu'il ne faut pas payer les salaires? Les salaires, ce sont des maigres salaires. Les Congolais n'ont pas de gros salaires qui payent seulement nos salaires. Les salaires ont un caractère alimentaire parce que c'était réfléchi pour qu'on mange seulement. Donc, ce n'était pas réfléchi pour qu'on s'enrichisse. Donc, c'était ça, ce que j'ai dit. Alors, le fait de casser ces volontés-là, ça a créé qu'il y ait eu cette frustration. Parce qu'il y a les plans après les Jeux. Moi, j'ai dirigé la commission qu'on appelle Développement durable et tourisme. Il y avait tout un film à faire après les Jeux. Il y a l'image de Kinshasa qui devait rester une image à vendre éternellement. Une image de Kinshasa touristique, où on accueille ces jeunes qui viennent, ils sont sécurisés, ils mangent, ils se promènent. On a l'image des touristes au pays. Il y a énormément de choses qu'on devait faire, qu'on ne fait pas. On a abandonné les infrastructures, parce qu'après les Jeux de la francophonie, il fallait maintenir les infrastructures. Moi, je travaille sur l'assainissement des Jeux de la francophonie, et c'est pas n'importe quoi, c'est la mer à boire. Vous comprenez? Donc, il fallait maintenir les choses. Et moi, j'ai proposé au chef de l'État, comme les 5 chefs s'autodétruisent au mois de février, on est en pleine liquidation, on doit quitter les bureaux, il n'y a rien à faire, mais qu'ils recréent la dynamique, qu'ils recréent... Justement, pour terminer cette émission, parce que on se trouve à l'aube d'un nouveau mandat. Si vous devrez établir un agenda touristique pour les 5 ans qui viennent, qu'est-ce qui serait? Le chef d'État avait promis depuis 2019 qu'il va promouvoir le tourisme. Il y a 1000 images qui les montrent. Et nous les supplions de se ressaisir et de mettre le tourisme au cœur de son dispositif de développement. Ça sera très important pour son deuxième mandat. Le maître, c'est-à-dire qu'il fasse quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été fait. En fait qu'il recrée une équipe qui va l'accompagner, qu'il puisse avoir l'œil sur l'argent du secteur qui existe, qui aujourd'hui est dépensé comme les rames. C'est fou. Tous les ministres fêtent là-dessus. Tous les ministres, quand ils arrivent, ils disent c'est mon argent, c'est mon argent. Et les ministres du tourisme s'enrichissent autour des fonds pour la promotion du tourisme. Comme les mêmes qui font leur tourisme au ministère du tourisme. Que ça cesse. Et qu'il ait des bons collaborateurs qui lui amènent, qui n'ont pas les politiciens. Ça, je les conseille. Il n'est pas esclave des politiciens. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà été servi, les gens, on a besoin d'une nouvelle classe politique qui ne servent pas tout le monde. Et il y a des ministères qui doivent donner qu'aux connaisseurs. Je cite le ministère du Tourisme, l'environnement, le pétentique. Il ne faut pas donner aux politiciens parce que même le ministère de l'Environnement ramène énormément de moyens avec le crédit carbone et beaucoup d'autres financements. Donc vous connaissez les banques vertes, ainsi de suite. Oui. Et après ça... l'autre point à l'agenda, oui, on continue. Et l'autre point à l'agenda, c'est de prendre, mais de se rassurer que les fonds pour la promotion du tourisme, qui est détourné, qui est volé aujourd'hui,
fait réellement la promotion du tourisme dans les foires et salons du tourisme. Donc il faut qu'une équipe de la RDC parte promouvoir les attractions touristiques du pays auprès des professionnels du tourisme et des tours opérateurs étrangers afin de recevoir des touristes à Kinshasa, Lubumbashi, les Lualaba au jour d'aujourd'hui peut recevoir énormément de l'argent avec le tourisme minier, le tourisme des investisseurs. Un investisseur, avant de venir dans un pays, il vient d'abord en tourisme. Avant d'investir, ça s'est fait partout au monde. Donc cette guéguerre-là d'amener des investisseurs, ils viennent d'abord en tourisme. Donc c'est ça un peu en un mot ce que moi je lui propose. Mais j'aurais aussi voulu que le chef de l'État accepte cette fois-ci de rencontrer les intelligences sectorielles au tourisme. Je ne suis pas seul, il y a énormément de gens qui connaissent ces secteurs, de les inviter autour de lui, qui les écoutent. Nous sommes des compatriotes, nous devons construire les pays. En fait, moi je sais qu'il n'y a qu'un chef d'État qui va faire la promotion du tourisme. Si le chef d'État ne le fait pas, aucune structure ne peut le faire. Et si le président Félix ne le fait pas, c'est le chef d'État qui les remplacera, qui rebondira avec le tourisme. Mais qu'en est-il alors des infrastructures? Parce que c'est bien beau d'aller faire la promotion du tourisme à l'international, mais on va faire la promotion de quoi? J'arrive. Vous savez, un pays se vend tel qu'il est d'abord. Dans le tourisme. Si vous réfléchissez, j'ai rencontré beaucoup de nos amis qui sont venus de l'Europe, ils pensent que pour faire le tourisme dans les Virunga, il faut construire qu'un pisci fleuve dans les Virunga. C'est une erreur fatale. Si vous construisez un grand hôtel dans les parcs pour recevoir des touristes, vous êtes en train de détruire la nature. C'est comme si vous étiez allé chercher le pétrole là-bas. Il y a ce qu'on appelle en français les écologes. Ça coûte moins cher. Les écologes, Virunga a déjà fait les exemples des écologes. Des constructions en bois qui sont cadrées, propres à l'intérieur. Et l'État peut faire ça. Parce que les FPT existent, on peut faire ça. On peut trouver des partenaires. On peut trouver des gens. Si vous allez aujourd'hui à Bombolumé, vous allez trouver des logements. Mais c'est dans la savane, dans la forêt. Donc les gens conçoivent. Parce que le tourisme est cher quand la nature est protégée. Si vous allez chercher à construire des gros immeubles partout dans les parcs, faire comme c'était Bruxelles, et estimer que les gens qui viennent au Congo viennent pour les infrastructures, nous nous trompons vraiment, nous passons à côté. Quelqu'un qui habite Bruxelles n'a pas besoin des immeubles à Kinshasa. Quelqu'un qui habite Londres n'est pas venu à Kinshasa pour les immeubles. Mais il viendra pourquoi? Pour le fleuve Congo. Il viendra pourquoi? Pour les bonobos. Il viendra pourquoi? Pour la forêt, la savane. Ce sont les tourismes qu'on vend aux personnes qui veulent s'y reposer. Notre climat compte, l'air frais compte, l'océan, les plages, ça compte. Même vous qui travaillez beaucoup, pourquoi vous ne pouvez pas décider un mois, pour chaque année, aller passer même au bord du fleuve, à l'océan à Mwanda? Vous allez sentir combien c'est reposant. C'est ça ce qui coûte cher pour le tourisme. Ça coûte cher. Il faudrait aussi que les salaires puissent suivre. Bon, si vous décidez, parce que là, à Mwanda, il y a aussi des hôtels de 20 $ la nuit. Chez les prêtres, ils donnent 20 $ la nuit. Les sœurs donnent pour une famille 50 $ la nuit. Mais vous pouvez, pour vous reposer, parce que le tourisme au jour d'aujourd'hui, on dit, tous les médecins du monde conseillent chaque citoyen, s'il est conscient que sa ville est polluée, de passer 2 jours à la fin de chaque semaine à la campagne pour respirer l'air frais qui tonifie son organisme. Donc du coup, vivre dans les climatisations, là où nous sommes comme ça, c'est déconseillé pour la santé et l'air frais est très valable pour refaire la santé. Ce qui fait que le tourisme, à part l'effet de manger, à part l'effet de boire, des mabouki et autres, il y a aussi le tourisme qui contribue à la santé de l'homme au jour d'aujourd'hui. Donc, si nous comprenons ça, nous allons comprendre pourquoi nous sommes la RDC, nous sommes une puissance environnementale. Alors, sur l'ensemble des choses que vous avez évoquées, quelle peut être la mesure clé, la chose essentielle par laquelle commencer? En tout cas, revoir les collaborateurs du chef d'État. L'argent de l'État existe pour ça. Les Congolais, même au moment où nous parlons, tous ceux qui ont pris les vols ont payé. Ceux qui ont pris CA ont payé 15 $. Ceux qui ont pris les vols à l'international ont payé 50 $. La classe business, c'est 100 $. Donc tout le monde qui sort du pays et qui revienne paie cet argent-là. Ça existe cet argent-là. Les FPT. On n'en parle pas trop, mais ça existe. Ça existe, cet argent-là existe. Commencez par ça. Recréer un groupe des experts qui vont accompagner les chefs de l'État pour la pratique
afin que nous puissions commencer à avoir des arrivées des touristes. Je répète, c'est question de volonté politique. Mobutu l'a fait, mais après Mobutu, il n'y a eu aucun chef d'État, aucun alors, qui a pris la mesure de répartir avec les secteurs du tourisme, parce que les secteurs aussi donnent de l'emploi. Vous savez, avec tout ce que nous avons cité comme chaîne là, il y a énormément de l'emploi qui est recréé pour la jeunesse, et beaucoup de gens, vous savez, vivent en Afrique du Sud, ne vivent que de ça. Est-ce que nous avons un savoir-faire pour ça? Bon, en fait, les savoir-faire, les Congolais, c'est une qualité des humains très intelligents. La majorité des Congolais sont les learning by doing. Vous comprenez? Même au niveau des ministères, la majorité des gens apprennent sur place. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous avons eu le président de la République, Joseph Kabila, qui a appris sur place à la présidence. Et j'ai parié aussi que le chef de l'État, l'actuel, a appris énormément de choses en arrivant à son fauteuil. Donc moi, je pense que la formation qui doit aussi ne peut pas manquer dans la relance du secteur du tourisme pour former des guides touristiques, former des professionnels dans l'hôtellerie, former. Les Congolais vont toujours apprendre tant qu'il y a des bénéfices, il y a des dividendes, le dynamisme, les jeunes Congolais apprennent toujours et toujours. John Katouba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, John Gomba. Merci aussi à vous tous qui nous avez prêté votre attention. Au revoir et à bientôt. Merci.